les contributions des uns et des autres. Oui, c'est du haut niveau. Ils ont tout dit. Merci, Président. Merci. Charlie vous a fait tout à l'heure en énonçant toutes ces opérations-là. C'était des élémentaux de la géostratégie qu'il est en train de faire. Il a convoqué tout ça. Pour vous dire que, bon, pour rester poli, les Africains sont trop sentimentalistes. Sont trop sentimentalistes. C'est-à-dire que les choses élémentaires que tout le monde sait, nous on fait comme si on découvre ça. Découvre ça. Les ambassades dans un pays, une ambassade c'est aussi une base militaire. C'est une base militaire légale. La convention de Vienne permet ça. Une base militaire. C'est ça à quoi servent les attachés militaires dans les ambassades. Maintenant, ils vont plus loin. Maintenant, ils nomment les généraux. Comme on vous a dit, on nomme un criminel qui est là-bas. Il dit qu'il est général. Quoi, là. Il dit qu'il est ambassadeur de France au Cameroun. On regarde ça, on rit. Maintenant, on comprend tout ça. On comprend tout ça. C'est leur habitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai tout ce qu'on a dit là, tout le monde a compris, je ne reviendrai pas dessus. Je vais avancer. C'est-à-dire que, vous voyez que ça vous a pris combien d'années pour convaincre les Africains que le terrorisme là, et les terroristes sont financés, créés, protégés, encadrés par les services spéciaux français et occidentaux. Ça a pris combien de temps? Ils ne croyaient même pas. Ils croyaient aux histoires qu'on dit que non, c'est les trafiquants, ils trafiquent les cigarettes, ils trafiquent les cigarettes, ils vendent de la drogue pour se financer, et que c'est la conséquence directe de la mauvaise gouvernance, que les gens sont fâchés, ils prennent des armes. Ils prennent des armes. Mais c'est ce qu'ils font tous les jours, cette nuit-là. C'est ce qu'ils ont passé le temps à faire depuis très longtemps. Habiller ces gens avec les trucs. Oh non, ils ont expliqué. Moi je ne reviens pas dessus. Le débat profond à ce niveau, c'est deux choses. Je commencerai par dire que je suis heureux parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont relayé le discours des Occidentaux, à savoir que le terrorisme c'est une question de gouvernance, ils rasent les murs. Même s'ils veulent continuer à s'entêter, comme ils savent s'entêter, ils rasent les murs. C'est terminé, ça ne tient plus. Même le dernier Africain, il est libre de continuer à choisir son camp. Mais il ne peut pas nier l'évidence. Le terrorisme et les terroristes, c'est une création de l'Occident dans le but de reprogrammer la géopolitique mondiale dans le sens d'une configuration où il recolonise le monde. C'est de cela qu'il s'agit. Et à partir du moment où Bush, fils, ce criminel qui dort tranquille aux États-Unis, lance le projet du Grand Moyen-Orient sur la base, il vous l'a dit, de l'attentat soi-disant du 11 septembre. On sait aujourd'hui qu'ils ont terrorisé les populations, ils ont tué les populations pour justement lancer cette politique. Quand un État arrive à ce niveau de programmer les actions terroristes contre son propre peuple pour justifier une reprogrammation de la géopolitique mondiale, vous êtes surpris après qu'il généralise ça dans le monde. Mais la meilleure manière même de tuer ça, pour qu'on n'ouvre pas le dossier, c'est de généraliser ça dans le monde. On appelle ça la fuite à l'avant. C'est une fuite à l'avant stratégique. C'est-à-dire qu'on noie le poisson, on fait un crime localement, mais on noie le poisson en faisant que le même crime soit commis ailleurs. Vous n'allez jamais avoir le temps de venir enquêter sur le crime originel, Vous n'allez pas avoir le temps de venir enquêter dessus. Si les Américains ne peuvent pas enquêter sur savoir la vérité sur le 11 septembre, mais c'est un État terroriste. Et ça va même surprendre les gens de croire qu'il n'y aura même pas de vérité. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, un ensemble de présidents assassinés où il n'y a jamais eu la moindre enquête là-dessus. Et vous dites que c'est un pays démocratique. Donc on élit un pays, un président démocratiquement, on le tue. Des réseaux le tuent, la démocratie continue, sans s'assurer que... Mais qui a tué le président élu démocratiquement? Ça veut dire que tous les vrais présidents démocratiquement élus, on va les tuer. Donc à partir de là, on dit que c'est plus une démocratie. C'est compliqué. Il faut avoir le niveau du coût élémentaire 2 pour comprendre ça, non? C'est logique. Coût élémentaire 2, tu comprends cette affaire-là. Conséquences logiques. Mais on vous dit que c'est la démocratie. Donc, à partir du moment où on fait ça, les gars, vous êtes en face de la nouvelle menace nécessaire pour justifier, la continuité des cartels, ce qu'ils appellent les complexes industriels, militaro-industriels, tous leurs cartels là qu'ils ont mis sur pied. Ce sont des cartels de crime, c'est-à-dire tous ces cartels qu'ils ont mis du pied. Deuxièmement, créer les conditions militaires de la reconfiguration géopolitique mondiale qu'ils ont mis en place. C'est quoi cette reconfiguration militaire? C'est la symétrie militaire. La symétrie militaire. Et c'est quoi? Les armées, on les a étudiées.
les armées africaines, les armées de la périphérie sont les armées conventionnelles. Ils sont formés pour faire un type de guerre classique. Qu'est-ce qu'on fait? En amont, on asymétrise la guerre classique. C'est-à-dire on crée des rébellions, on crée des terroristes. Des gens qui tuent, ils sont invisibles. Parce qu'ils disparaissent dans les forêts, ils se fondent dans les populations, etc. Tout ça a été pensé, il y a des documents, ça existe. C'est connu. On asymétrise la guerre. C'est-à-dire qu'on asymétrise les systèmes d'armées conventionnelles, pendant qu'en aval, ils commencent, dans leur pays, après la guerre froide, ils privatisent les armées. Mais vous vous demandez quelle est la dynamique qui est derrière la privatisation des armées. Il faut comprendre ou pas. C'est-à-dire qu'au-delà, c'est-à-dire que la privatisation des armées, c'est-à-dire un pays comme les États-Unis ont engagé la plus grande opération de privatisation des armées. Allez lire un texte qui a été écrit, c'est un livre public, La géopolitique du chaos. Allez lire ça. Allez lire ça, géopolitique du chaos. Tapez Internet, cherchez, lisez ça. Géopolitique, allez voir ce qu'on appelle le chaos. Donc pour qu'il y ait chaos, c'est quoi? Il faut donc que la symétrie là soit généralisée. Terrorisme partout, nouvelle peur, terrorisme, les terroristes sont fabriqués, de nouvelles peurs, toutes les histoires qu'on parle sur le climat, le changement climatique, tout ça et consorts, les pandémies, les maladies, des machines comme ça, c'est une construction géopolitique claire et nette. Je vous dis une chose, monsieur. Si les armées classiques du monde continuaient leur développement de manière normale, les marchés financiers feraient comment? Vous aurez des souverainetés vraies qui peuvent décider un matin qu'on ferme les marchés financiers. Pourquoi on ne les ferme pas? Puisque qu'est-ce que le marché financier dans l'ensemble? C'est le fait que toute l'industrie monétaire du monde est la propriété privée de quelques familles. Il faut qu'ils aient donc des systèmes militaires supérieurs au système conventionnel des nations. Qu'est-ce que vous croyez? Et comment affaiblir les militaires conventionnels? C'est quoi? C'est de disséminer des milices armées, des milices armées qu'on va appeler terroristes. C'est cela qu'il s'agit. Alors, par rapport à ça, comment vous voulez m'expliquer que tous ces pays-là, c'est-à-dire que tous ces pays dans une zone comme le Sahel, c'est pas possible. C'est-à-dire que on vous dit que la France est venue créer dans la zone du Sahel toute une ville militaire, puisqu'il y a 5000 hommes, toute une cité militaire. Opération Serval devenue opération Barkhane. C'est pas possible. Il n'y a qu'en Afrique où on croit les choses comme ça. Comment vous m'expliquez, comment justifier la présence et l'avènement, l'implantation d'une ville militaire en plein fin 20e siècle, début 21e siècle? Comment justifier la présence rendue nécessaire et urgente sur le plan stratégique d'une ville militaire de 500 000 hommes, des étrangers dépendants d'un commandement étranger dans un territoire, dans un continent? Posez-moi la question, pourquoi? Comment on peut justifier ça? Mais pour le justifier, mais vous n'avez pas vu la constitution qui est devant vous? On a commencé par, il a parlé de l'opération, ce qu'ils ont appelé en Libye, non? Tu as appelé ça l'opération Harmattan. Maintenant, il y a des livres écrits dessus. Vous les lisez, vous allez comprendre de quoi ce Charlie parle. Lisez les livres là, il faut lire. Opération Harmattan, c'est-à-dire quoi? L'opération Harmattan était claire. Le but de l'opération Harmattan, c'est pas de tuer Kadhafi. L'assassinat de Kadhafi est un moyen pour atteindre notre but. Le but, c'est quoi? C'est la colonisation de tout le Sahel. Dès qu'il est mort, les terroristes qu'on a formés, armés, depuis la Syrie, on a créé d'autres en Libye, des ponts de passage en Libye. On les a transportés pour amener chez nous. Et il faut les encadrer. C'est un problème sérieux. Hein. L'affaire du Niger là, que vous voyez là, c'est une affaire sérieuse. Parce que c'est pas seulement que les Français rentrent chez eux avec les bases militaires. Il y a un problème sérieux que vous ne voulez pas parler. Toutes ces armées informelles, on a près de 50 000 hommes.
qu'il y a une réorganisation de ces armes au Niger? Non, on a été sur ce plateau, vous et moi. Je ne parle pas de l'armée, je ne parle pas des armées conventionnelles. Je ne parle pas de 5000 hommes de Barkhane, machin et consorts. Non, c'est qu'il faut pas. Les 5000 hommes de Barkhane agissent dans un cadre. Ils sont là pour donner une façade. Je dis que dans le cadre d'une organisation, d'une façade officielle, ils risquent de lutter contre le terrorisme. Je ne vais pas insister sur la différence entre lutter contre le terrorisme et combattre les terroristes. On ne peut pas le temps. Voilà, on ne peut pas le temps là-dessus. Ils sont là 5000. Et les terroristes ne font qu'avancer. Ils ne font qu'avancer. Mais vous dites que nous combattons le terrorisme. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, moi je vous pose une question. Mettez-vous à leur place. Les armées informelles, les groupes terroristes là, qui sont en fait, j'appelle ça des armées informelles. Bien sûr. Le problème s'est posé d'ailleurs, notamment du côté de la Syrie, lorsqu'il fallait réorganiser ces armées informelles. Très bien. Ils vont où? Elles vont où? Quel est leur sort? C'est un problème stratégique sérieux. C'est-à-dire finalement que on est parti pour vivre une éternité d'instabilité. Non, c'est fini, c'est fini. C'est pour ça que les Français vont. La France ne fait pas attention, c'est un pays qui va disparaître. L'Occident, comme il l'a dit, va disparaître. Vous savez pourquoi? J'arrive. Parce que vous savez, j'ai dit que je ne vais pas insister. Ils ont tellement bien expliqué l'affaire de tenue là. Je ne vais pas insister moi dessus. Ils ont tellement bien expliqué que c'est tous les jours qu'ils font ça. Pas, ils font ça depuis qu'ils sont là. C'est-à-dire que depuis, ils font ça depuis. C'est pas aujourd'hui. Pour, comme ils ont dit, diviser les Africains, faire ceci, machin, comme ça. Vous croyez que tous ces gens, les services secrets français, il y a documentaire, il y a tout, pour montrer comment en fait, ce qu'on appelle terroristes, sont la plupart du temps les forces spéciales, qui sont là pour encadrer des personnes qu'on a recrutées, on a formées depuis des années, et qui agissent sous le couvert du terrorisme. Ce sont des militaires, ce sont des armées, c'est ce que je vous dis. Quand ces armées-là seront démobilisées, ils vont se décider où? Qu'est-ce qu'elles vont devenir, tous ces gens? Si vous les chassez en Afrique, ils vont aller où? C'est un problème grave qui arrache les cheveux aux stratèges occidentaux. Parce que dans l'avenir, le prochain enjeu, c'est le Tchad. Je peux insister sur le Nigeria, parce qu'on ne comprend pas comment, si le président nigérien est normal, ou bien c'est nous qui ne le comprenons pas. Je ne sais pas si on peut se comprendre un jour. Quand c'est assis, il dit, on va attaquer, la CEDEAO va attaquer. Il faut bien comprendre. Je dis, il y a deux, soit ils sont fous, ils le sont réellement, soit ils sont coincés. Parce que quand on dit que la CEDEAO va attaquer pour aller rétablir Bazoum, non, ça c'est le discours pour les enfants. Derrière, la question qui est vraiment derrière, c'est ces armées informelles qui ont été longtemps utilisées pour détruire l'Afrique. Il faut toujours qu'il y ait des États qui servent de couverture et des lieux d'hébergement. Dans ces États, il faut des zones de no man's land, comme les 3 frontières, comme le nord du Tchad, etc. Des endroits où il n'y a ni État ni droit. Ils peuvent agir. Il n'y a pas d'autorité d'État. Il n'y a pas d'autorité d'État. Et dans ces endroits, vous voyez qu'à côté, il y aura toujours des bases militaires étrangères, en général françaises, qui sont à côté pour gérer le no man's land et faire tout ça là-dedans. On vous dit que non, hein, les 49 civils qui ont tué les 15 militaires qui viennent de mourir au Mali, non, c'est parce que vraiment la zone là est sous pression terroriste depuis très longtemps. Comme par hasard, c'est le nord du Mali que la France va transformer en un no man's land. Bon, maintenant quand on parlait ici, Assimi Goïta a enfin ouvert sa bouche, non, il a parlé, non. Quand on m'a interdit d'entrer à Kidal. Qui l'a interdit d'entrer à Kidal? La France. Qui était à Kidal? Si la Assimi Goïta a entré à Kidal, qui allait-il chercher à Kidal? C'est les terroristes. Mais pourquoi un État comme la France peut empêcher à l'armée malienne d'entrer à Kidal? Vous répondez à ça, vous avez tout compris, mon cher ami. Vous avez tout compris. Donc, Charlie vous a dit, il y a les bases militaires, il y a l'ambassade de France, il y a la stratégie générale militaire globale. Il faut des relais locaux, il faut le démembrement. Les ambassades sont le démembrement. Les bases militaires sont le démembrement. Et tout ça est coordonné. Et maintenant, il y a la dimension opérationnelle. Véritable organisation terroriste. C'est ça. C'est l'autre. Vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de comprendre. Les gens qui disent qu'ils veulent lutter contre le terrorisme, non, c'est une insulte. C'est une institution, l'international terroriste. Donc Macron est le premier terroriste.
tout président occidental est un terroriste. Écoutez-moi bien. Si vous considérez que Joe Biden est un président normal, vous êtes allé dans la géopolitique mondiale. Allez-vous faire pitié? C'est un terroriste. Parce qu'il est élu pour tuer, gérer le crime organisé au niveau de l'État, sous couvert les services de renseignement et les services secrets. Sabotage de Nord Stream. On connaît qui sont les coupables. Pourquoi aucune enquête n'a été ouverte? L'Europe est silencieuse. Pourquoi même l'Allemagne qui est victime de ce sabotage ne veut même pas ouvrir d'enquête dessus? On connaît les qui sont. Personne ne veut parler. Mais ce sont les démocraties. Turkish. Exactement. Erdogan a dit que je rentre, celui qui sabote, je rentre en guerre. Question de dire à Washington qu'on peut me être dans l'OTAN là. Dans l'OTAN là, on se fait la guerre. Que dans l'OTAN là, on se fait la guerre. Ce sont des démocraties, hein. Ce sont des démocraties. Erdogan a dit ça. Pendant ce temps, les gens qui vous disent que vous allez chercher à vous mettre là, ils se taisent. Je vois que l'Europe n'est pas en mesure de faire une enquête sur une déclaration de guerre, un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Même de façon légale, c'est un acte de guerre. Silence total, ça ne vous dit rien. Au niveau de la liberté, je sais que vous n'allez rien comprendre au terrorisme si vous continuez à considérer les dirigeants occidentaux comme les dirigeants normaux qui eux aussi découvrent ça comme vous et qui vraiment vous aider à combattre contre ça. C'est de la naïveté. Je pense que les présidents africains le savent, mais ils ne peuvent pas parler. Non, on doit parler. Vous ne comprenez rien au Sahel si vous ne considérez pas que Macron est le premier terroriste. Et que le terroriste en chef, c'est Joe Biden. Et que c'est pour ça qu'il faut que le Niger, le Mali, ces pays-là payent cher le fait d'avoir exposé la France, c'est-à-dire exposé la nudité de l'Occident. C'est quoi cette nudité? C'est l'Occident qui est derrière les terroristes en Afrique. Il n'y a pas deux raisons. Vous n'avez pas compris ça. Vous ne pouvez pas faire la géopolitique, vous ne pouvez pas faire de la géostratégie. Ce sont eux qui sont derrière. Et c'est pour ça que l'enjeu du Niger est devenu compliqué et c'est Dieu qui a fait ça. Parce qu'ils font la guerre, ils sont morts. Ils ne la font pas, ils sont morts. Parce que l'alliance de survie de ces trois pays va sécuriser les trois frontières. L'enjeu des trois frontières va sécuriser ça. On ne peut pas sécuriser ça en laissant un seul terroriste continuer à exister. On va les traquer. S'ils vont se le figer au Tchad, on va... C'est pour ça que Mahamat Déby, moi, qu'il s'amuse. Nous, on le regarde. On ne le regarde pas. Qu'il s'amuse. Quand on commence à parler comme ça des présidents, il doit faire attention. C'est moi qui le dis. Hein. Là, on se tenait ici, non? On continue à le faire. Que Mahamat Déby joue, qu'il s'amuse. Il a encore temps pour lui rapidement. Maintenant que son peuple est en train de se lever, il commence à avoir sous la main l'ingrédient nécessaire pour agir. Le peuple est debout. Le peuple est debout. Parce qu'on ne peut pas tolérer. Vous n'allez rien faire contre les terroristes si vous laissez les Français avoir une base militaire au Tchad. Ouais. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. 8 ou 9, je crois que c'est 9. Pratiquement. J'ai dit que qu'est-ce qu'ils font là-bas? Et dans des points stratégiques, c'est ça. C'est clair. Dans des points stratégiques. C'est pour coordonner toutes ces choses-là. Et le FARC attaque tous les jours. Mais le FARC, c'est qui? Le FARC, c'est eux. Attends, le FARC, c'est eux. Le FARC, c'est qui? Le FARC, c'est un élément de la DGSE qui a été parrainé sous la coupole diplomatique avec ce qu'ils ont appelé le Parti Socialiste. Je vous donne les positions militaires de la France au Tchad. Elle est présente à Our, à Mao, à N'Djamena, à Faya, à Ati, à Mongo, à Amtimam, à Adré, mais surtout à Abéché. Je rappelle même qu'un soldat tchadien a été assassiné par un autre soldat français. Dit-on, les enquêtes sont en cours. Compare les éléments stratégiques là, reprend la même carte là, positionnement des armées françaises, des bases militaires françaises, met ça sur la cartographie minière du Tchad, fait maintenant un parallélisme avec les différents points d'attaque que subit le Tchad. Tu observes avec les mouvements des FARC qui menacent les autorités tchadiennes et le positionnement des bases militaires françaises, tu comprends tout le reste. Tous les trajectoires terroristes que je viens de le dire, tous leurs trajectoires et leurs routes, ce sont les routes où il y a les matières premières et les richesses. Si vous avez commencé à comprendre ça, vous êtes en train de courir dans la compréhension de la géostratégie. Pourquoi on est comme ça, mon cher? Tout ça, c'est d'affaiblir le continent. C'est une autre phase de la guerre qu'on nous fait depuis des millénaires. Nous affaiblir. Parce qu'il faut que le continent continue à être poreux en termes de sécurité et de frontières pour qu'on vienne ramasser les richesses comme on a ramassé des millions d'Africains pour les transporter à la plantation d'esclaves.
mon cher, plantation d'esclaves. C'est-à-dire que c'est de cela qu'il s'agit. Si vous déconnectez ça, vous n'êtes pas de comprendre ce qui est en train de se passer. Je vais vous donner quelques faits. D'abord, vous devez m'excuser. Il y a des gens à qui je dois répondre. Je ne vais pas laisser, sinon je ne serai pas tranquille. Sinon je serai malade. On vous a attaqué, président. Oui, il y a 2 Tintins qui ont osé nous parler aux Africains avec arrogance. Un petit salopard qu'on appelle De Villepin. Et un idiot qu'on appelle Hubert Védrine. Il ne faut pas laisser ça. Que des vauriens comme ça, des criminels parce qu'ils sont cachés en France, osent nous parler. Ils sont dans les débats, ils parlent. De Villepin qui est malin, qui sait que nous le regarde. On n'a pas oublié ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Essaie d'expliquer l'affaire, dit que non, la France a fait une mauvaise diplomatie. Comme c'est une affaire de diplomatie. Vous voyez comment ce sont des serpents. Il n'y a personne en Europe avec qui vous pouvez discuter. Ils sont des serpents dans cette élite-là. Tout en date confondu. Il parle de l'Afrique, vous voyez comment ses yeux deviennent comme les yeux du serpent. Et comment il dit que non, c'est la diplomatie. Il ne dit pas que c'est la colonisation. Tout à fait. Les matières premières que vous êtes en train de prendre. Le franc CFA, tout ça que vous avez créé exprès pour que les Africains demeurent des esclaves et que votre projet qui est final, qui est l'Afrique sans les Africains là, vous arrivez à ça. Ouais. C'est ça le projet. C'est ça la finalité. Ouais. Tous les racistes, depuis Vostre, en passant par toutes les réunions qu'ils font dans les lieux secrets, c'est l'Afrique sans les Africains. Ouais. Je ne voulais pas me parler de ça. Et Védrine dit, Charlie, que vraiment ils sont indépendants depuis 60 ans. Ils arrêtent de se plaindre. Ils sont responsables. Et oui. Védrine. C'est des gens qui impressionnent beaucoup une certaine élite africaine. Ils veulent ressembler à Védrine. Il est froid, il est très calé, il sait réfléchir. Oui. C'est un rat. Je le dis, c'est un petit rat. Criminel. Il faut qu'ils sachent qu'on les connaît et qu'on les suit de près. De Villepin. Vous avez oublié qu'il est de Villepin? Bien sûr. Okay. C'est l'homme de Boaké. Villepin, c'est l'homme de la Côte d'Ivoire. Qu'a fait la France? Elle a tué des soldats pour justifier l'anéantissement de l'armada militaire de Barbeau. Les hélicoptères russes, les Sukhoi. Ils ont fait entrer des mercenaires ukrainiens par le Togo qui ont bombardé l'aviation ivoirienne. Alors que l'État ivoirien était à 2 doigts de finir avec les terroristes qu'on appelait rebelles, les Guillaume Soro. Effectivement. Qui aujourd'hui demande pardon partout et en exil. L'histoire est terrible. Et on me dit que non, président, laissez oublier. Il a changé. Voilà, mon ami qui défend tous les jours, là, qui est venu par l'africaniste aussi, Franklin Nyamsi. Une fois, il a prononcé son nom. Vraiment, on ne va pas lui faire cette publicité. Non. Vous savez que on me dit, président, tolérer. Bon, on tolère. Mais on n'oublie pas. Gbagbo, le président Gbagbo était à 2 doigts de finir avec la rébellion à Boaké. À travers l'opération Unité. L'opération Unité. La France s'assoit et réfléchit. Donc vous comprenez, parce que, pourquoi il dit ça? Pourquoi vous comprenez que ce que vous voyez là, c'est pas commencé aujourd'hui. Oui, et que la coordination existe depuis très longtemps. Bien sûr. Demandez-vous que tous ces rebelles qu'on a, qui ont mis Ouattara au pouvoir, ils vont partir faire quoi actuellement? Pourquoi qu'ils font quoi actuellement? Peut-être ont été reconvertis. Non, ils sont dans l'armée, parce que l'armée ivoirienne, c'est une armée espagnole, j'ai dit ça, non? C'est le belge espagnol. C'est-à-dire que tu as les dozos, tu as les gens, tout ça, tu as les militaires bien formés, etc. Donc, tout ça coordonné par Paris, Ouattara, c'est qu'un sous. On connaît qui ne peut pas prononcer le nom de ce monsieur-là. On sait que tout ça est dans l'ivoirien. C'est un pion. Il y a un pion sur un échiquier qui le dépasse largement, mais comme il est arrogant et orgueilleux, dans le vide. C'est un grand économiste. C'est un grand économiste. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait l'économie. C'est ce que vous voulez dire. On a bien compris. Comme le Tidjan Cham. Il va vous effrayer quand vous voyez le Tidjan Cham. Non, un grand économiste est arrivé. Parlons pas une maîtrise d'économie. Pour rien. Je sais qu'on le prépare. Il est parmi ce qu'on prépare. Pour le Sénégal. Non, pour le Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Vend rien comme son frère Ouattara. Il n'a jamais fait de l'économie. Blanchir l'argent, c'est pas ça faire l'économie. Et notre économiste pour remplacer notre économiste. Tu as tout compris. Donc, ces gars-là, ils ont tué 9 soldats français. Boaké, pour justifier la liquidation de la Sénal qui allait empêcher que Gbagbo en finisse avec la rébellion. La rébellion à Boaké. Mais tirer les conséquences, ce n'est qu'un cas parmi d'autres. Il y en a comme ça, on peut citer comme ça 100. Tirer les conséquences. Vous allez comprendre que mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ils sont les mêmes gens. Ils sont toujours fait ça, c'est la même chose. Dans l'époque, vous allez voir toujours où était la CEDEAO. Même dans la main avec l'opération Licorne. Tout à fait. Pour protéger la rébellion. Ouais. Il n'y a pas de hasard, ça veut dire que c'est une continuité assurée. Ouais. Les menus qui ont tiré sur le peuple ivoirien. Très bien. Et voilà ce Villepin qui vient s'asseoir sur le plateau. Il veut disséquer la politique étrangère française en Afrique. Vous croyez qu'un voyou comme ça va dire quoi?
Ils sont 3. Il y a lui, il y a Chirac, il y a Madame Alio Marie. Le dossier est bloqué. Oui. Ils ont voulu que Babo a été, c'est-à-dire, innocenté même par leurs propres militaires. Les gens, on a fait des enquêtes. Les familles mènent des enquêtes. Les familles sont arrivées au niveau des gens, des mercenaires créés. Dossier bloqué. Alio Marie, ils évoquent toute la raison d'État. Pour justifier le crime. Tu vois qu'un type comme ça va venir parler de empêcher les enquêtes. En connaissant de quoi? Les Virgin font semblant de ne pas voir ça. Moi, je vous... Quand nous parlons là, est-ce que vous savez? Vous connaissez le plan de Lagos? Ouais. Le plan de Lagos, c'est le panafricanisme alors, le vrai. Quand on crée la CEDEAO originelle, le but, c'est de créer une monnaie commune. L'éco. Vous connaissez l'histoire. Les Français ont récupéré ça. Vous connaissez la suite. Mais le plan de Lagos, 1980, 2005, les Africains se réunissent pour penser, élaborer une politique minière africaine. Non, je parle français. Politique minière africaine. 2009, c'est-à-dire 2009 ou 2005. 2009, définit cette politique. Les Européens se réunissent. Ça doit être 2003, 2003. Ils se réunissent, ils disent que c'est une déclaration de guerre. Vous savez pourquoi? Le plan de Lagos, c'est le plan d'industrialisation du continent africain. Allez lire ce plan, ça existe. Allez lire ce plan. Plan d'industrialisation de Lagos. Allez lire la politique africaine minière. Les experts qui sont dans l'avion pour aller justement implémenter les mécanismes de l'avènement de la monnaie commune africaine et de l'implémentation de cette politique minière africaine. C'est ce qu'il est arrivé à Lagos. Ils prennent l'avion, quelques kilomètres, l'avion crash. Parmi les experts, vous avez un général malien de l'époque. C'est un chef Modibo Diarra. Allez pas confondre avec la machin là, ils appellent ça quoi là, les Américains avec leur Femania là, ils ont trouvé un nom là. Navigateur interplanétaire, des choses comme ça pour tromper les Africains. Bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui, qui est crash, monsieur. Jamais d'enquête, aucun second, jamais d'enquête. On sait qui a fait ça. À l'époque, qui pouvait parler? Qui pouvait parler? D'après vous, comment a-t-on organisé le crash d'un tel avion? S'il n'y avait pas de complicité. Vous avez compris quoi? C'est une déclaration de guerre. C'est une décision prise au sommet de l'État. Mais les Africains, silence total. Mais on connaît qui est derrière, on connaît. Pourquoi l'enquête n'a jamais commencé et abouti? Même pas commencé. Même pas commencé, Fabrice. On devait quand même avoir un peu d'élégance. Donc c'est dans toi qui ont fait ça. Ouais. Dès que les gars africains se réunissent pour le plan d'industrialisation de l'Afrique, l'Union européenne, les Européens se réunissent dans une réunion connue. Bien sûr. 2009, connue. Ils disent que les Africains leur ont déclaré la guerre. Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce qu'on a fait un plan d'industrialisation de l'Afrique. Que c'est une déclaration de guerre. Il y a des textes qui existent, des documents existent où ils ont écrit ça. Vous savez pourquoi ils disent ça? Parce que vous avez des gens comme des Villepin, les Hubert Védrine, des petits idiots comme ça. Et toute la racaille française et occidentale qui se trouve, vous dit que non, les pays là sont libres, ils sont indépendants, ils sont responsables de leur sort. Et leurs petits négrillons africains qui reprennent cette thèse-là pour se faire important, parce qu'ils lisent Jeune Afrique. Et ils mangent à midi dans les restaurants, avec Jeune Afrique en main, pour dire des bêtises. On prend seulement ce que vous dites que chaque fois que ce continent a voulu se lever, c'est par le terrorisme qu'on a stoppé ça. Et non pas les terroristes. C'est-à-dire que le crash là, c'était quoi? C'était une action, un attentat terroriste. Bien sûr. Avant la lettre. Vous n'avez pas réagi, il n'y a pas eu d'enquête. Ils sophistiquent, ils continuent. Mais ils ont carrément transformé une armée pour amener les choses. C'est ça que vous voyez là au Sahel. Là. Donc, vous voyez les militaires là, avec les tenues militaires, ils ont toujours fait ça sans aucun problème. C'est que maintenant là, ça c'est vraiment changé. Et comme ils ont fait ça depuis
Bientôt 600 ans, ils ne font que ça, Fabrice. Personne ne leur fait rien. Mettez-vous à leur place. Ils n'ont plus réfléchi. Ils peuvent plus réfléchir. Ils font ça. Maintenant, on attrape seulement en plein jour. Dieu expose, on attrape marché. Il y a tellement de preuves. Alors, la plaine malienne fait semblant d'avancer. L'ONU commence à reconnaître qu'il faut faire avancer. Maintenant, le Niger est venu ajouter sa part. Tout à fait. Il y a des preuves. Le débat est clos à ce niveau. Mon cher Fabrice, le débat est clos à ce niveau. Allons-y pour chuter, Président, je vous en prie. On a largement dépassé. Alors, nous parlons. Le peuple, apparemment, de façon sont justes, est en train de pénétrer dans les bases, à la base militaire française au Niger, à Niamey. Actuellement, vous parlez. Oui, si je dis bien que sous réserve. Mais il y a les images, on est en train de vérifier. Le peuple est en train de pénétrer dans cette base militaire pour chasser. Ils sont en train d'entrer dedans. Encore que ces soldats français, beaucoup d'entre eux sont au cœur des bases militaires nigériennes, c'est-à-dire intégrées. Et vous parlez de ce rapport incestueux entre l'armée africaine. C'est ce qu'il appelle l'intimité. Voilà, entrer en c'est ça l'intimité. C'est-à-dire au cœur d'une base locale, vous êtes intégré par une autre armée étrangère. Au nom d'une véritable Toutes les décisions sont prises par vous. C'est-à-dire que le principe même qu'une base militaire étrangère est chez toi, et tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. L'État local n'a rien à dire tout ce qu'ils font là-bas. Mais ça, c'est du terrorisme, ça. C'est-à-dire que ça commence là. C'est une situation, c'est la terreur. Comment tu as des militaires chez moi? Je n'ai rien à dire contre ça. Vous amenez l'ONU dans un pays, le pays qui a créé l'ONU n'a rien à dire. Voilà comment ça commence. Voilà le terrorisme. Alors nous parlons. Je vais vite. Allons-y rapidement, Président, je vous en prie. Vous avez demandé quel est le lien. Il y a un lien très important. Tout à l'heure, on vous a parlé du soft power. Ouais. Hard power. Il y a la soft war, la guerre soft et la guerre hard. La France vient de décider que, concernant ces pays africains, les homosexuels de ces pays-là n'ont pas besoin de visa pour aller en France. Vous ne semblez pas voir le lien, non? Parce que vous êtes naïf. D'après vous, alors, pourquoi la France insiste tant sur les homosexuels? C'est-à-dire qu'en matière de coopération avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, Congo, Sénégal, Cameroun, Gabon, etc., la France dit que non, les pays là, pour faire plaisir à M. Berton, comme ambassadeur, ils peuvent voyager tranquillement. Dès qu'ils disent qu'ils sont menacés ici, ils prennent l'avion, sans visa, ils entrent en France, ils s'installent. Parce que c'est une discrimination. Si on avait le temps, je vais vous démontrer le lien qu'il y a entre ça et le terrorisme. On n'a pas le temps. Vous m'en devez conclure. Vous avez M. Macron qui vous dit, sans l'opération Serval, l'État malien aurait disparu. Il n'a pas dit ça. Officiellement, oui. Il n'a pas dit ça. Il a dit que sans l'opération Serval, de Barkhane, l'État malien aurait disparu. Il a rappelé d'ailleurs à ses ambassadeurs. Il a dit qu'on est dans une histoire de fou. On est chez les fous là. On est chez les fous là. Sans l'intervention française, l'État malien aurait disparu. Prenons le mot. Serval est devenu Barkhane. Entre temps, pratiquement Bamako, c'est près de 80% du territoire malien qui est dans les mains des terroristes. Vous voyez des discours comme ça ça passe comme ça, comme un jeu. Vous voulez quelqu'un vous dit que sans moi, non, mais pas pour nous, pour les autres. Non, même nous. On a suffisamment recusé cette quand je dis nous, Macron. L'important, c'est pas que nous parlons. C'est que tous les Africains comprennent, l'essentiel comprennent de quoi il s'agit. D'accord. Quand un président se place comme ça, dans une situation comme ce qu'on voit là au Sahel, dans l'état où on l'a pris main dans le sac, il a pris la main dans le sac. Mais il aussi, quand même, vous dit que non, vraiment, nous les ambassadeurs, que sans moi, sans notre intervention, l'État malien aurait disparu. Il ne dit pas que de 2013, arrivé de l'opération Serval, jusqu'à ce que la Semi-Goth arrive au pouvoir, plus de 80% du territoire malien était sous occupation terroriste, avec justement la présence de Serval renouvelée, renforcée, devenue Barkhane. Écoutez, l'Union africaine ne réagit pas, personne ne réagit, devant un tel aveu direct de l'implication de la France directement dans le terrorisme, n'est-ce pas, et la prolifération des terroristes. Donc, pour terminer, pour dire quoi? Pour dire que ce qui nous intéresse, mon cher Fabrice, c'est ces trois États qui commencent à s'unir. Quand le Niger dit, j'autorise l'entrée sur mon territoire
des armées maliennes de Burkinabé au cas où je suis attaqué. Ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut élargir ce cercle au fur et à mesure. Parce que ce panafricanisme-là, ce n'est pas le fruit d'une incantation, mais c'est l'histoire. L'histoire en mouvement fait naître, émerger un panafricanisme de ce type-là, où on voit enfin des pays africains qui ont compris que mettons-nous ensemble dans cette affaire. Ils vont être obligés d'avoir une politique de défense commune. Et Fabrice, ça va s'augmenter. Ça s'arrêtera le jour, écoutez-moi bien, où la France saura que les Africains ont une force de frappe capable de frapper Paris. D'accord. Non, dis pas là. On va bien comprendre ce que tu as Tout à fait. Le jour où la France, Comme la Corée du Nord. le jour où la France va savoir que quelques pays africains qui sont déterminés, parce que ça va commencer, ce n'est pas 10 pays africains, on va commencer 10. Ça a démarré là. Au fur et à mesure, ça se renforce. Et on est au courant de beaucoup de grands projets qui arrivent. Il y a beaucoup de grands projets qui arrivent, qui vont fermer la bouche de ceux qui dénigrent la Russie matin, midi, soir, que c'est un nouveau pire, machin et consort. Beaucoup de choses se mettent en place, sont en train d'arriver. Le jour où la France saura qu'à partir d'ici, après les avoir chassés d'ici, quelqu'un m'a dit que non, président, il ne faut pas frapper à Paris, il faut frapper ici. Non, j'ai dit non. Nous ne touchons pas les Français qui sont ici. Ça ne sert à rien d'attaquer un Français physiquement ici. Parce qu'en principe, il n'est pas notre ennemi. C'est la politique de l'État français à qui nous avons affaire. On n'est pas naïfs. Les Français sont responsables, puisqu'ils élisent les gens et ils disent qu'ils sont en démocratie. Et que c'est supérieur à nous. Donc ils savent qu'ils ont élu d'après leur vantardise. Tout à fait. Mais nous sommes des stratèges, ce n'est pas ça le plus important. C'est-à-dire, je suis en train de vous dire que une fois que tout ça est neutralisé, le jour où la France saura, et ce jour n'est plus loin, Dieu vivant, ce n'est plus loin, Fabrice Dôme, que en cas, c'est-à-dire que, en cas de la moindre provocation en Afrique, les Africains sont en mesure de raser Paris. Ça va s'arrêter. Merci. Merci. À un moment donné dans la vie, il faut répondre au terroriste par le terrorisme. Tout simplement. Comme le fait la Corée du Nord face aux Américains. Les Américains savent très bien. Ça ne peut pas. Ils ne peuvent plus s'amuser. Par un bouton balistique, Washington sera atteint. Allez. Surtout que Kim Jong-un ne s'amuse pas. Lui, il s'amuse pas. Lui, il a dit clairement que si la plupart des autres ogives nucléaires des pays qui détiennent l'arme nucléaire sont orientés vers les capitales également détenant l'arme nucléaire, lui, tous ces ogives nucléaires sont orientés vers les États-Unis. Docteur Jean Gouim, merci infiniment. C'est la rentrée au sein de SIAC. C'était la raison pour laquelle vous êtes là pour mieux orienter cela et contrôler davantage la marche en avant de votre établissement. De notre établissement, et merci de avoir entendu la paix. Je rappelle les résultats de l'année 2022-23 qui s'est achevée. Si on prend le BTS, nous avons un résultat de 94% de réussite. L'année dernière, c'était 88%. Cette année, à 94%. Nous avons le premier national en mécatronique et le deuxième national en génie mécanique. Voilà. Et puis là, pour l'année qui est en cours... Il y a des innovations pour cette nouvelle année, cette rentrée académique? Oui, pour cette rentrée académique, nous allons ouvrir, toujours sous la tutelle de l'Université de Douala et donc de Polytechnique, nous allons